et efficacité marocaine. Monsieur le doyen, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, nos très chers professeurs, à qui toute cette jeunesse doit aujourd'hui ce que la mienne a dû au sien, c'est-à-dire la transmission sacrée du savoir qui permet à chacun d'entre nous d'être ensuite femme ou homme libre, c'est-à-dire disposant par lui-même de lui-même. Sans ce savoir et sans cette transmission, nous ne serions rien. Je me faisais une fête de vous voir et chacun devine l'émotion qui m'étreint lorsque je dois m'adresser à ceux que, d'une manière ou d'une autre, je considère comme des compatriotes. Mais dans cette fête, pas un instant, je ne me dissocie du malheur qui vous frappe, qui nous frappe, qui me frappe. En pensée et en empathie avec les familles des 3000 morts que nous avons à déplorer après ce tremblement de terre, je vous propose que par un usage universel, ensemble, nous marquions une forme de communion avec la douleur des nôtres pour que cet instant ait l'écho qu'il doit avoir parmi le peuple marocain, étant entendu que nous venons de manifester notre appartenance à cette communauté humaine. Je vous propose de partager l'admiration que je ressens en ayant pu observer sur place et connaissant de longue main les traditions de ce peuple pour l'avoir pu l'éprouver une première fois au moment du tremblement de terre d'Agadir, où les hommes de ma famille se mobilisèrent la nuit même pour participer avec tous ceux qui coururent apporter leur aide à la ville et à la population d'Agadir. Je voudrais dire mon admiration pour toutes celles et tous ceux qui instantanément se sont mobilisés, prenant avec discipline la file pour faire don de son sang. Les autres pour accourir sur place, chacun venant avec son savoir, dans une parfaite discipline d'action, épaulés tout aussitôt par les services de l'État, de l'armée et de tous ceux qui avaient à apporter leur aide sur l'ordre qui leur en fut immédiatement donné dans une organisation qui force l'admiration. Je voudrais que tous, pensant à ceux que j'ai vus hier, tels qui avaient rétabli l'eau, ceux qui l'avaient amené jusque dans les campements, aux équipes de médecins que j'ai vus et avec qui j'ai parlé, qui depuis 27 jours, sans pause, sont venus au secours de leurs compatriotes. Acclamons-les! Mesdames, Messieurs, hier j'ai dit cette admiration devant des caméras de télévision. Et voici que dans mon pays, par une tradition dorénavant bien installée, c'est-à-dire la pratique de la lapidation médiatique, on a dit que je méprisais la France depuis le Maroc. Rien ne dit mieux une certaine forme de racisme médiatique que cette phrase. Non, je ne méprise pas la France et ma patrie et je l'aime. J'admire le Maroc et il est tout à fait singulier qu'on confonde cette admiration avec de la mépris pour sa patrie. Oui, j'admire la discipline admirable de votre peuple. J'admire sa cohésion parce que je redoute que le mien n'en soit pas capable dans de telles circonstances. Oui, j'admire ce peuple et les initiatives innombrables qu'il prend, le développement que je lui vois assurer et sa capacité à temps à rectifier certaines des erreurs qui continuent à empoisonner l'esprit du mien. Je le dis sans arrière-pensée. Je le dis en me présentant devant vous, accompagné de ma camarade et amie Farida Amrani, députée de l'Essonne, députée insoumise, qui, avec son époux, me fait l'amitié de m'accompagner dans la rencontre que j'ai avec vous. Bien. Maintenant, nous sommes dans un haut lieu de l'esprit. Que les professeurs ne m'en veuillent pas. Je ne peux pas entrer en compétition avec eux en sociologie, en anthropologie, que sais-je encore.
Ils sont mes maîtres, comme les vôtres. C'est à vous, la jeune génération, que j'ai l'honneur et le bonheur de m'adresser. Vous serez celles et ceux, hommes et femmes, qui auraient à relever le plus grand défi que l'humanité a jamais rencontré. Le secrétaire général de l'ONU dit « l'effondrement est commencé ». La civilisation humaine est mise au défi des conséquences de ses actes. Ce que l'on appelle maintenant, au prix d'une banalisation qu'il ne faudrait pas exagérer, le changement climatique, est en réalité une bifurcation de l'écosystème en direction de sa destruction. Et rien ne sert d'arrondir les angles, d'euphémiser et de faire comme si nous ne le savions pas. Nous sommes inscrits non plus dans des temporalités que j'ai eu le bonheur de connaître. Alors, de mon temps, on disputait sur les solutions. Ça s'appelle la démocratie. On votait après une loi que l'on considère comme la loi suprême, mais qui, nous autres intellectuels, avons le droit de nous interroger. Comporte-t-elle aussi une certaine dose d'absurdité? Pourquoi 51 aura raison qu'entre 49, surtout quand il est avéré que plus d'une fois, 51 se trompèrent lourdement. Mais qui est notre loi? On pensait qu'on avait le temps. La loi est un objet sacré. Il y a ici assez de juristes pour en témoigner. Pourquoi? Parce qu'elle est temporaire, elle ne prétend pas être un dogme. Elle est susceptible d'évolution à mesure que nous réfléchissons et que nous enregistrons ce que la nouveauté nous apprend. La loi et le vote de la loi, semblait-il, étaient inscrits dans une temporalité, au fond sans délai. Mais maintenant, nous sommes dans le monde des délais. Nous affrontons des délais. Et si nous ne sommes pas prêts, dans les délais, à apporter la réponse, alors nous périrons. Ou plus exactement, la civilisation humaine, au point où nous l'avons rendue les uns les autres, chacun dans nos talents, nos mérites, les capacités de nos peuples, s'effondrera. Et c'est ce que nous dit le secrétaire général de l'ONU. Et si je viens vous en parler, ce n'est pas pour répandre je ne sais quel catastrophisme qui vous couperait les jambes et vous dégoûterait de vivre. Je voudrais d'ailleurs vous dire à cette occasion quelle envie vous me faites lorsque je vois un peuple et un pays où 45% de la population a moins de 25 ans. Tant et si bien, vous ne le savez pas, que moi qui viens d'un continent désormais de plus en plus âgé, désormais de moins en moins jeune, et comme toujours si arrogant, je vous regarde avec envie et je sens quelque chose qui n'a pas de mots, qui est dans l'air et qui est une forme de pulsation que, bien sûr, on ressent plus fort dans une université que n'importe où ailleurs. J'ai dit la nouveauté. Vous autres qui avez à peine plus de 20 ans, et nous autres qui en avons un peu plus quand même, tout bien pesé. Nous sommes séparés peut-être par le sentiment de la nouveauté. Vous avez le nez sur les événements. Et nous, par la force des choses, un certain recul nous est imposé. Je suis né dans un monde qui était ce qu'il était et qui maintenant n'a strictement plus rien à voir. La nouveauté, voyez-vous, n'est pas si neuve qu'on peut le croire. Au fond, il y a un vieil adage qui dit « rien de neuf sous le soleil », en latin « nihil novis sub sole ». Alors, on voulait dire que peut-être le temps étant cyclique, on revoit tout le temps les mêmes événements. Non. Même si on a une vision sagittale du temps, eh bien, on sait qu'en définitive, le présent accomplit toujours une nécessité inscrite dans le passé, parfois bien cachée. Et ce rapport entre le fortuit, l'aléatoire, et le déterminé, quand le vivons-nous mieux que lorsque nous sommes confrontés, par exemple, à un tremblement de terre, dont toutes les causes sont scientifiquement déterministes, mais dont l'occurrence se produit d'une manière fortuite, c'est-à-dire inconnaissable. Il est donc important pour nous de savoir capter la nouveauté quand elle se présente et de ne pas jeter sur elle l'œil blasé de ceux qui ont déjà tout vu et tout connu. Il est important pour nous de comprendre
dans ce qui est autour de nous est radicalement neuf, et nous en sommes ici au moins 2 témoins. Je fais grâce aux autres de la comparaison. Au moins 2. Et c'est cette nouveauté que je voudrais présenter d'abord en vous disant que, ma foi, oui, je suis l'homme que je suis, un républicain, et non des moindres, un collectiviste, je l'assume avec fierté. J'appartiens à l'école du matérialisme philosophique. Dans une faculté comme celle-ci, ce n'est pas la peine de dire que le matérialisme philosophique n'est pas le goût des biens matériels. C'est une façon de regarder la réalité à partir des relations à l'intérieur desquelles elle s'inscrit. C'est donc un point de vue qui part de ce qui est, et tâche de le comprendre. Nous avons impérativement besoin de comprendre. La racine du mot « comprendre » en latin veut dire « comprendere », prendre avec soi, faire sien. On ne peut faire sien sans la théorie. C'est la théorie qui nous permet de comprendre la réalité, de corriger la théorie. C'est pourquoi je ne professe pas un dogme, je propose une théorie, la théorie de l'ère du peuple et de la révolution citoyenne. J'ai dit que j'étais collectiviste, que j'étais républicain. Ma foi, je sais où je me trouve. Et par conséquent, j'abandonne à votre lecture le chapitre sur la révolution citoyenne pour que vous en fassiez votre profit le cas échéant. Mais je vous m'en voudrais de vous faire des recommandations qu'ensuite je n'aurai pas moi-même à appliquer. Tout le monde me comprend à demi-mot. J'ai décrit ce qu'est une révolution citoyenne. Je ne suis pas plus partisan de la révolution citoyenne que je ne le suis de la gravitation universelle. Mais la force des choses étant ce qu'elle est, je lève les pieds pour monter les escaliers. Et mieux vaut que je le fasse. De même, mieux vaut comprendre et connaître son époque si l'on veut connaître le bonheur de pouvoir y trouver sa place en toute connaissance de cause. L'esprit nous libère des chaînes du présent et des obscurités et des apparences. L'esprit, du moment que nous l'appliquons et que nous acceptons que nos conclusions doivent toujours rester ouvertes. Je ne prône pas un dogme, je propose une théorie, c'est-à-dire une manière de mettre en lien les choses les unes avec les autres selon un ordre qui permet de souscrire à l'une des exigences du savoir objectif dont le sommet se trouve dans la science. Et dans la science, le critère de la science, c'est d'établir de la prédicibilité. C'est-à-dire que vous devez sans cesse trouver le lien qui unit une cause A à un effet B. Et si vous n'en avez pas, votre discours est tout à fait charmant, mais il n'a aucune incidence pratique. Je me suis donc demandé comment s'il se faisait qu'un socialiste comme je l'étais, si avancé, un marxiste si convaincu que je l'étais, pouvait, après avoir vécu l'expérience d'un grand changement politique comme le fut dans mon pays le mois de mai 1981, comment se pouvait-il qu'après avoir appliqué un tel programme, on ne voit pas le début du commencement du moindre socialisme? Et il y en a que ça ne dérangeait pas, et qui, en quelque sorte, ont trouvé leur confort dans la permanence du monde, du moment qu'ils y trouvaient eux-mêmes leur place. Et moi, je ne me suis pas satisfait de voir que je n'avais plus d'outils pour penser le monde et donc sa transformation. Qu'est-ce qu'il y a de si nouveau, monsieur Mélenchon, qui vaille que vous fassiez le déplacement pour aller en parler à des jeunes gens? Je vais évoquer d'abord ces nouveautés. Mon livre en montre d'une manière plus étroite les articulations et montre comment elles conduisent à l'émergence d'un nouveau sujet politique. Malheureusement, comme le disait Garcia Marquez, le monde est si neuf de nouveau que, pour parler des choses, comme on le dit dans le début de 100 ans de solitude, comme on n'a pas les mots, il fallait les montrer du doigt, dit-il. Eh bien moi, je dois vous parler d'un nouvel acteur, et je ne sais pas le nommer, si bien que j'utilise un mot qui existe déjà, je l'appelle le peuple. Mais j'ai voulu le définir, car le peuple du XXIe siècle n'est pas le peuple du XXe siècle, n'est pas le peuple du XIXe siècle. Et à plus forte raison, les Marocains doivent savoir, je l'espère, que le peuple marocain du XXIe siècle, même s'il communie avec celui du XVIIIe et du XIXe par des valeurs qui lui ont été transmises, est un tout autre sujet politique
que celui que j'ai moi-même connu dans mon enfance. Le premier fait nouveau, radicalement nouveau, c'est notre nombre. Le nombre, la fluctuation du nombre est la véritable dynamique de l'histoire. J'ai dit à d'autres époques de ma vie, c'est la lutte de classe le moteur de l'histoire, sans aucun doute. Mais pour qu'il y ait lutte de classe, il faut qu'il y ait des classes. Et pour qu'il y ait des classes, il faut qu'il y ait déjà une accumulation. Donc il faut un certain nombre d'êtres humains pour accumuler. La véritable clé de compréhension de l'évolution de l'histoire humaine, toujours et en toutes circonstances, en est déduit dorénavant, c'est les fluctuations du nombre des êtres humains. Je suis, et j'espère avec vous, chers amis, être les derniers témoins d'un événement que je ne vous souhaite pas. Nous sommes la génération qui aura vu pour la première fois 2 doublements de la population humaine. Eh bien, je ne vous souhaite pas, maintenant que nous voici rendus à 8 milliards, qu'à votre tour, vous en observiez 16, puis 32. Car à 1 milliard, le capitalisme était immoral, à 8 milliards, c'est un suicide. Et même mon voisin, qui est de tradition intellectuelle libérale, et en faisant quelques manières, finit par admettre qu'il y a une limite à cette pensée. Si bien que lui et moi, nous nous sommes quasiment trouvés à égalité d'impasse et obligés de penser le monde. Mais 390 000 ans ont été nécessaires pour atteindre le premier milliard d'êtres humains. Il n'aura fallu que 100 ans pour atteindre le second. Puis, alors le second, j'y étais. Vous aussi. C'était dans les années 50. Et à partir de ma date de naissance, les choses se sont considérablement dégradées. Je pense que peut-être je suis le chat noir de cette histoire. Mais en attendant, c'est à partir de 1950 qu'on voit toutes les courbes s'envoler. Consommation d'énergie, consommation de matières premières, consommation d'eau, tout s'envole. Et ensuite, c'est tous les 10 ou 12 ans qu'il y a 1 milliard d'humains de plus. Alors j'ai dit sous la forme d'une boutade, à 8 milliards c'est un suicide, mais tout le monde comprend qu'un système qui a pour dynamique interne, et je m'arrête un instant sur ce système, une dynamique qui a prouvé sa capacité incroyable à surmonter les obstacles que lui-même crée. Je veux dire que j'ai présent à l'esprit, et sans doute un certain nombre d'intellectuels dans cette salle, les disputes du 19e et du 20e siècle sur le fait que peut-être une catastrophe venant de l'intérieur même du capitalisme l'abattrait. Et il y avait des écoles de pensée qui comptaient sur la catastrophe et les autres sur le parti d'avant-garde pour y mettre un terme le plus vite possible. Des catastrophes, il y en a eu. Et qu'est-ce que vous voulez faire de pire, à part une guerre mondiale? Eh bien, elle avait la réponse. 2 guerres mondiales. Et nous pourrions continuer. Mais à chaque fois, il a montré une capacité de rebond. Et aujourd'hui, nous voyons apparaître pourquoi. Parce que c'est le seul système productif qui se nourrit de ses propres turpitudes. C'est-à-dire qu'il gagne des sous à détruire et qu'il en regagne à construire. Des fois pour reconstruire. C'est à peine une image. Dans le domaine de la catastrophe écologique, on pouvait se dire « Ah bah, au moins ça menace leur base. Ils vont se calmer. Ils vont y mettre de l'ordre. » Ce système est-il capable de trouver en lui-même un régulateur? Non, il n'en a pas. Il n'a qu'un régulateur, le marché. La confiance dans le marché est une superstition qui relève de la magie, davantage que de l'examen des faits objectifs. De la magie parce que la dynamique interne du capitalisme, tout le monde la connaît. C'est le capital produit de la marchandise qui produit de l'argent, qui reproduit du capital. Et tant et si bien que sa dynamique interne, on en pense qu'on en veut, et d'aller toujours de l'avant. Comme le disait Lionel Jospin, le capitalisme est une grande force qui va, mais qui ne sait pas où. Elle va. Il exploite ses turpitudes. Voyez-vous, il n'y a bientôt plus d'abeilles en Europe. 80% des oiseaux sont morts. Il n'y en a plus. À Paris, il n'y a plus de moineaux. 80% des abeilles n'y sont plus. Eh bien,
Que se passe-t-il? Vous pourriez dire catastrophe. Les fruits et légumes que nous mangeons doivent tous être pollinisés. Eh bien, il y a une réponse. Le capitalisme vous répond. Nous avons inventé des drones pollinisateurs. Et aussitôt, ils vous disent, c'est formidable, les drones travaillent la nuit, pas les abeilles. Et puis, ils mettent le pollen si bien que la récolte est plus abondante. Vous ne pouvez pas compter sur le système pour qu'il se corrige ni qu'il se modère. Tant et si bien qu'aujourd'hui même, où tous les gouvernements du monde font des gargarismes avec la nécessité de décarboner leur activité économique. Et nous en sommes tous d'accord. Et si l'on faisait un référendum dans cette salle, on devrait être aux alentours de 100%. Eh bien, figurez-vous qu'au moment même où on dit tout ça, il n'y a jamais eu autant de projets de pipeline et de gazoducs. 177 dans le monde entier. Et les grandes entreprises françaises ne sont pas les dernières calamités que connaît le monde. Je suis obligé de le dire parce que nous voici humains dans cette contradiction. Je ne suis pas un lanceur d'alerte. Cette alerte a été faite par plus pertinent que moi avant. Mais quelqu'un qui dit qu'il serait temps de s'y mettre. En tout cas, je l'ai dit, faites mieux que ce que ma génération a fait, croyant bien faire. Le nombre est le premier facteur explicatif de l'accélération de l'histoire. Il se produit une accélération vertigineuse de tous les cycles. Au cours du siècle qui vient de s'écouler, la production totale mondiale a doublé. Et rien n'indique qu'elle aille globalement à ralentir, ce qui signifie que la prédation que nous exerçons sur l'écosystème ne ralentit pas un seul jour. Voilà pourquoi, quand nous parlons de changement climatique, il ne faut pas seulement que les frileux y voient leur bonheur, comme c'est mon cas. Certes, il fera plus chaud, mais jusqu'à un point qui deviendra insupportable. Mesdames, Messieurs, à 20h au journal télévisé français, je vois un journaliste qui dit, en parlant des États-Unis d'Amérique, il fait 48 degrés à Phoenix. Et il dit de la même voix tranquille qu'il annoncerait je ne sais quoi d'autre. Eh bien, on se pose la question de savoir si la ville de Phoenix sera encore habitable dans 10 ans. Et moi, je me posais aussitôt une autre question. Qui va être capable de déménager les 3 millions de personnes qui sont là et de les emmener ailleurs pour les y loger? Eh bien, je vous réponds, personne. Et il aura suffi de voir ce qui s'est passé en Louisiane au moment où est passé le cyclone. C'est pourquoi il faut que je le dise maintenant, après ce que j'ai dit tout à l'heure. La première vertu des peuples, s'ils affrontent les catastrophes qui vont se présenter à eux, avec l'état d'esprit qui a été entretenu comme une culture qu'à l'instant, cher Président, vous rappeliez, c'est-à-dire celle d'une forme de l'égoïsme le plus obtus, c'est-à-dire celui qui est indifférent aux autres et qui ne comprend pas qu'on ne sera jamais contenté soi-même autrement que dans la relation aux autres, qu'aucun être humain ne peut exister autrement que dans la relation aux autres êtres humains. Si vous en restez à ça, vos malheurs seront infiniment plus grands et plus terribles que ceux qui adviendront aux populations capables de cette cohérence, de cette discipline, de cet amour, risquons le mot, que nous avons pu constater ici à l'occasion de la récente catastrophe. Ce ne sont pas des mots. La morale, la culture sont des biens communs qui participent directement de la capacité des peuples et des êtres humains à vivre. Ce ne sont pas des suppléments d'âme, c'est la matière première. Et quand on est dans une université, on doit le savoir mieux qu'ailleurs, puisqu'ici, on partage. Et plus on partage, plus il y en a. Plus on partage le savoir, et plus il y a de savoir. Que cette règle fondamentale, qui est celle de l'esprit, qui règne ici, comme dans toutes les universités, je veux le souhaiter, nous inspire pour comprendre. 1. Le nombre. Le nombre produit immédiatement quelque chose. C'est la culture cumulative. Les êtres humains sont des nains à chaque génération, perchés sur le géant des générations précédentes. Nous, êtres humains, nous partageons notre culture d'une génération à l'autre. Elle se construit en s'accumulant. Et nous sommes confrontés, dans la difficulté qui arrive, à un atout extraordinaire. C'est que cette culture cumulative, nous sommes en train de la numériser. Je n'idéalise pas ce qui se passe. Je ne sous-estime pas
le rôle néfaste et obscurantiste des lobbies qui essayent de s'approprier le savoir pour en refuser l'accès, dans des conditions telles que nous avons vues, par exemple, dans la dernière crise Covid. Mon propre pays a accepté la règle absurde qui était de respecter la propriété des brevets sur les vaccins. Jusqu'en 1959, en France, il était interdit de déposer un brevet sur un vaccin. La propriété de l'esprit doit rester la propriété collective de toute l'humanité. Je le sais au moment où je vous parle de la mise en commun numérique. Mais cette mise en commun numérique est un atout extraordinaire pour nous tous, pour affronter ce qui arrive. Car nous allons être, chacun d'entre nous, forts du savoir de toute l'humanité, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, ce qui, dans l'énoncé même, me paraît particulièrement audacieux, parce que, voyez-vous, avant de parler d'intelligence artificielle, il faudrait souvent être capable de dire en quoi consiste l'intelligence, et ce point n'est pas du tout acquis.